Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on aborde un sujet qui, je pense, préoccupe beaucoup de familles. Le lien entre le TDAH et les réseaux sociaux. Oui, c'est une question qui revient sans cesse. Et c'est normal, les écrans sont partout, et pour les parents, c'est parfois un vrai casse-tête. Exactement. Et la question qu'on se pose tous, au fond, c'est est-ce que les écrans aggravent les symptômes du TDAH? Ou est-ce que c'est simplement que les jeunes qui ont un TDAH sont plus attirés par ce genre de plateforme? C'est le fameux débat, corrélation ou causalité. Et pendant longtemps, honnêtement, on n'avait pas de réponse très claire. Mais aujourd'hui, la science a beaucoup avancé. On a plusieurs études longitudinales très solides, publiées dans des revues comme le JAMA ou Nature. Oui, et on va justement essayer de démêler tout ça. On va voir ce que ces recherches nous disent vraiment. Alors, par où on commence? Il y a une étude qui semble être un peu le point de départ de tout ça, non? Celle de 2018. Oui, tout à fait. L'étude de l'équipe de rats est l'éventail. On peut dire que c'est un peu la pierre angulaire. Son intérêt, c'est sa méthode. Ils ont suivi près de 2500 lycéens, Ah oui, et surtout des lycéens qui n'avaient pas de symptômes de TDAH au début de l'étude. Ils les ont suivis pendant 2 ans. d'accord, donc ils ont regardé l'évolution, ils n'ont pas juste fait une photo à un instant T. Exactement. Et le résultat a été assez marquant. Le chiffre qui saute aux yeux, c'est que les ados qui utilisaient très très fréquemment les médias numériques étaient 2 fois plus susceptibles de développer des symptômes plus tard. C'est ça, 2 fois plus. C'est énorme. C'est un chiffre qui a fait l'effet d'une petite bombe. Parce que pour la première fois, on avait une indication temporelle. L'usage intensif semblait précéder l'apparition des symptômes. Et pas l'inverse. C'est ça qui change tout. Voilà, ça ne prouvait pas encore la causalité à 100%, mais c'était un indice vraiment très lourd. Et j'imagine que depuis 2018, d'autres recherches sont venues confirmer ou affiner ça. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. Une étude plus récente de l'équipe de Nivins, qui est sortie en 2024, a suivi plus de 8000 enfants sur 4 ans, Encore plus grand donc. beaucoup plus. Et surtout, ils ont arrêté de parler des écrans en général. Ils ont fait la différence entre les jeux vidéo, la télé ou les vidéos, et les réseaux sociaux. Et alors? Le résultat est sans appel. Seule l'utilisation des réseaux sociaux était liée à une augmentation des symptômes d'inattention avec le temps. Attendez. Ça veut dire que ni les jeux vidéo, ni regarder des films n'avaient cet effet? C'est exactement ça. Et les chercheurs le disent très clairement. Je cite de mémoire, ce n'est pas l'inverse. L'augmentation du temps sur les réseaux précède bien l'augmentation des difficultés d'attention. Ça, c'est une information capitale. Ça tord le cou à l'idée que tout le temps d'écran se vaut est forcément néfaste. Précisément. Et ce n'est pas une étude isolée. Une autre, menée par Deng, arrive à la même conclusion. Le temps passé en activité sociale en ligne prédit une augmentation des problèmes liés au TDAH. D'accord. Donc, le faisceau de preuves pointe vraiment vers les réseaux sociaux en particulier. Mais alors, la question à 1 million. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces plateformes? C'est la rencontre un peu explosive entre deux choses. La neurobiologie du TDAH et la conception même de ces applications. Le cerveau d'un jeune avec un TDAH, il a des particularités, notamment au niveau de ce qu'on appelle le système de récompense. C'est-à-dire? C'est un cerveau qui est en quelque sorte câblé pour la recherche de nouveautés, de gratification immédiate. Il y a aussi souvent une plus grande impulsivité, une difficulté à freiner ses élans. Et en face, on a des applications qui sont de véritables machines à gratification instantanée. C'est exactement ça. Le scroll infini, les notifications, les likes. C'est un mariage toxique parfait. Chaque notification, chaque like, c'est une petite décharge de dopamine, une récompense rapide et imprévisible. Pour un cerveau qui a déjà du mal à s'autoréguler, c'est presque irrésistible. Ces plateformes sont conçues pour ça, pour capturer notre attention. Et il y a une étude qui met le doigt sur le mécanisme qui enclenche cette spirale, non? Celle qui parle de l'impulsivité. Oui, l'étude de Wallace de 2023, elle est vraiment éclairante. Elle montre que l'impulsivité, c'est pas juste un symptôme, c'est un médiateur. Un médiateur, c'est-à-dire? Pour faire simple, ils ont observé une sorte de réaction en chaîne. Étape 1, un jeune augmente son temps sur les réseaux sociaux une année donnée. D'accord. Étape 2, cette augmentation est liée à une hausse de son impulsivité. Il a plus de mal à se contrôler. Et l'étape 3, j'imagine? C'est que cette hausse de l'impulsivité, elle prédit une aggravation des symptômes du TDAH, la même année et même l'année suivante. C'est une boucle infernale, en fait. Plus j'utilise les réseaux, plus je deviens impulsif, et plus je suis impulsif, plus mes symptômes de TDAH s'aggravent. Vous avez parfaitement résumé. C'est un cercle vicieux.
L'usage intensif semble petit à petit éroder le contrôle de soi. Pour que ce soit moins abstrait, il y a une histoire dans un des articles qui m'a vraiment marqué. L'histoire de cette adolescente, Shelly. Ah oui, c'est un cas qui illustre tragiquement bien comment cette mécanique peut déraper. Au départ, tout va bien, Shelly a un TDAH, elle est très créative, elle se met à faire des vidéos sur YouTube. Sa mère trouve ça super au début. Oui, mais très vite, via YouTube, elle est invitée sur des serveurs Discord. Et là, l'ambiance change. Discord, c'est une plateforme de discussion beaucoup moins encadrée. Beaucoup moins, oui. Elle se retrouve dans des groupes où on parle de choses très dures comme l'automutilation, et pire, elle commence à discuter avec un homme plus âgé. Les parents ont très peur d'une manipulation. C'est glaçant. Et on voit bien comment son TDAH a pu la rendre plus vulnérable. Tout à fait. Son impulsivité, sa recherche de validation, ça a pu rendre très difficile pour elle de sentir le danger de se désengager. Sa mère a une phrase terrible mais très juste. Elle dit que toutes les facettes des réseaux sociaux viennent percuter ce petit cerveau TDAH. C'est une histoire qui fait réfléchir. Et l'impact ne s'arrête pas au comportement. On a une autre étude qui va encore plus loin. On parle de l'impact sur la structure même du cerveau. Oui, on entre dans la neuroimagerie avec l'autre étude de Samson-Nivens. Ils ont fait des IRM du cerveau des enfants sur 4 ans pour voir les changements. Et ils ont trouvé quelque chose de déroutant. Sur une partie du cerveau dont on parle peu, le cervelet. Exactement. On a longtemps cru que le cervelet, c'était juste pour la motricité, l'équilibre. Oui, le petit cerveau. C'est ça. Mais on sait aujourd'hui qu'il est crucial pour des fonctions cognitives très importantes, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, le traitement de la récompense. Des fonctions qui sont justement au cœur des difficultés du TDAH. Précisément. Et ce que l'étude a révélé, c'est qu'un usage élevé des réseaux sociaux était associé à une modification de la trajectoire de développement de ce cervelet. Une modification, c'est-à-dire en bien, en mal. Eh bien, les chercheurs ont observé que son volume avait tendance à diminuer légèrement et que cette diminution semblait s'accélérer avec le temps chez les gros utilisateurs. Attendez, donc passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux serait lié à une sorte de ralentissement du développement d'une zone clé pour l'attention? C'est la tendance que les données suggèrent. Mais là où ça devient complètement fou, c'est ce qu'ils ont trouvé pour les jeux vidéo. Ah, Dans la même étude sur les mêmes enfants, ils ont montré que jouer aux jeux vidéo, à l'inverse, était associé à une légère augmentation du volume du cervelet. c'est incroyable ça. C'est la preuve ultime qu'on ne peut absolument pas mettre tous les écrans dans le même sac. Complètement. D'un côté, une activité qui semble freiner le développement d'une zone, de l'autre, une qui semble le stimuler. Ça change toute la perspective. Oui, ça suggère que la nature de l'activité est clé. Un jeu vidéo demande souvent de la planification, de la résolution de problèmes. C'est une activité cérébrale active. Le défilement passif sur les réseaux, c'est une stimulation très différente. D'accord. Alors essayons de rassembler tout ça. Si un parent nous écoute là, un peu submergé, qu'est-ce qu'on lui dit? Mon premier réflexe serait de tout confisquer. C'est une réaction très compréhensible, mais sans doute pas la plus efficace. Le dilemme des parents est immense. On sait bien que parfois, l'écran, c'est le seul moyen d'avoir un peu de répit. Mais ce soulagement à court terme peut, on le voit, alimenter des problèmes à long terme. Donc si on n'interdit pas tout, surtout pour un ado, pour qui c'est aussi un lien social, on fait quoi alors? Il y a un des chercheurs, Adam Leventhal, qui a une approche très sage. Il dit qu'il faut arrêter de se focaliser uniquement sur la quantité, le temps passé. Mais plutôt sur la qualité. Exactement. Se battre pour savoir si c'est 1 heure ou 1 heure et quart, c'est souvent une bataille perdue. Il est plus utile de s'intéresser au type de contenu et au contexte d'utilisation. Donc pour un parent d'un enfant avec un TDAH, ça veut dire être particulièrement attentif. C'est un peu ça, oui. S'intéresser à ce que fait l'enfant, comprendre qu'il y a un monde entre regarder un documentaire et être sur un chat non modéré. Ouvrir le dialogue donc. Ouvrir le dialogue, absolument. Comment tu te sens après avoir passé du temps sur cette application? Avec qui tu parles? Et observer les signaux, l'irritabilité, le sommeil. D'ailleurs, l'étude de Dang mentionnait un petit détail. Cet effet négatif semblait plus marqué chez les filles, peut-être plus sensibles plutôt à cette sphère sociale en ligne. C'est une piste à garder en tête. Finalement, le message, c'est pas de diaboliser la technologie, mais de devenir beaucoup plus lucide sur la manière de l'accompagner. C'est tout à fait ça. Il ne s'agit pas de culpabiliser les jeunes ou les parents. On est face à une interaction complexe entre une technologie surpuissante et un cerveau en développement. L'objectif, c'est d'accompagner, d'éduquer pour développer une utilisation consciente. C'est un message d'équilibre. On a vu que le lien est bien réel. On a compris le rôle de l'impulsivité et surtout que tous les écrans ne se valent pas.
En vous quittant, ça me laisse avec une dernière pensée. On a vu que la technologie pouvait être nocive, mais cette découverte sur les jeux vidéo et le cervelet, ça ouvre une porte. Si certaines activités numériques peuvent renforcer des zones du cerveau, est-ce qu'on pourrait imaginer, un jour, des applications conçues non pas pour capturer l'attention, mais pour l'entraîner? Une sorte de technologie saine pour les cerveaux TDAH. C'est une idée à creuser. Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pôle Autisme. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le Dr Stéphane Eliez pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.